heureuse de vous retrouver à 20 h pour la grande édition du journal. À la une de ce journal, cette bonne nouvelle, la fin de la grève des pétroliers dans les provinces du Haut-Katanga, les Lualaba et le Nord Kivu. Les négociations avec le gouvernement ont abouti à un consensus. Le pire a été évité en termes d'effets d'entraînement sur les prix de biens de consommation courante. Les détails dans ce journal. C'est ce 12 août que l'humanité célèbre la journée de la jeunesse. Sous fond de la crise sanitaire, le thème de cette année fait appel à l'engagement des jeunes pour une action mondiale. Les précisions dans ce journal. Bienvenue à tous, c'est la fin d'une grève qui aurait pu avoir des conséquences fâcheuses sur la vie au quotidien dans les provinces du Haut-Katanga, les Lualaba et les Nord Kivu. Enfin, les pétroliers et les gouvernements de la République sont arrivés à un compromis, un dialogue franc avec la Fédération des entreprises du Congo sous la conduite du Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba. Les comptes rendus de cette réunion avec Françoise Bouela-Boaki et Pompon Mbalande. Les négociations ont duré toute la soirée. Après la réunion d'orientation tenue par le Premier ministre Ilunga Ilunkamba, et les conclusions sont qualifiées de très bonnes ce mercredi 12 août 2020 par le patronat. À l'issue d'une longue réunion qui s'est terminée autour de 20 h, on a pu arriver à une conclusion que oui, on devait toucher à des éléments de structure qui rétablissaient l'équilibre entre les zones ouest, sud et est, pour que désormais ils peuvent se remettre au travail sans perdre de l'argent en livrant leurs produits. Les concessions étaient faites de part et d'autre en tenant compte de la volonté du gouvernement de s'occuper d'abord de la population et de ne pas perturber par un élément majeur qui est le carburant, la vie économique et sociale. C'est dans ce cadre-là qu'on a abouti sur les points essentiels, les éléments prépondérants de la structure de prix, qu'il s'agisse du prix moyen frontière commerciale, du taux de change ou des volumes consommés. On s'est mis d'accord, ce qui a entraîné, grâce à l'accord ou la concession que les pétroliers ont fait sur le taux de change, à aboutir à un prix de la structure qui sera annoncé tout à l'heure. Ça aussi, je crois que c'est une avancée importante. Le gouvernement va accélérer la publication du nouveau prix de la structure. S'estimant entendu, le mot d'ordre a été lancé pour la reprise du travail par Albert Youma, président de la FEC. Face à cette compréhension du gouvernement, qui, je le rappelle, a été guidé par les orientations du Premier ministre, nous avons accepté, pour des problèmes conjoncturels, d'attendre des prochaines réunions pour en débattre. Mais au moment où nous vous parlons, les prix de la nouvelle structure ont été communiqués. Ils nous permettent d'annoncer aujourd'hui que la grève est terminée. Les négociations avec un esprit d'ouverture ont vite produit des effets. Un élément important à saluer, c'est la compréhension de chaque partie de privilégier la quiétude de la population. Et puis, ces communiqués officiels du ministère de l'Économie nationale, la ministre de l'Économie nationale porte à la connaissance de l'opinion nationale. La signature, c'est mercredi 12 août 2020 des arrêtés portant fixation des prix des produits pétroliers applicables sur toute l'étendue du territoire national. Ces prix sont fixés de la manière ci-après: zone ouest, essence 1995 francs congolais, gazoil 1985 francs congolais, pétrole 1430 francs congolais, FOMI 1148,74 francs congolais, gaz 3242,37 francs congolais, jet A1 1519,62 francs congolais, zone est, essence 1950 francs congolais, gazoil 1970 francs congolais, pétrole 1630 francs congolais, jet A1 1991,27 francs congolais, zone sud, essence 1820 francs congolais, gazoil 1920 francs congolais, pétrole 1700 francs congolais, jet A1 2052,05 francs congolais, zone nord, essence 1800 francs congolais, gazoil 1500 francs congolais, pétrole 1850 francs congolais. Fait à Kinshasa le 12 août 2020, ce communiqué porte la signature d'Akasia Bandoubola, ministre de l'économie nationale.
Poursuivant ces journaux, toutes les économies du monde ont subi l'impact d'une planète confinée. La Banque mondiale apporte son aide sous forme d'un appui budgétaire à la République démocratique du Congo pour surmonter les effets néfastes de la crise sanitaire. Jean-Christophe Carré, directeur des opérations, l'a dit à l'issue de la séance de travail avec le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba, encore une fois Françoise Bouela-Boaki et Pompomba. En pleine crise économique, le gouvernement Ilunkamba vient de gagner le pari avec mention distinction dans le respect des 7 critères sur 11 de la Banque mondiale. Le Congo peut compter sur un appui budgétaire. 7 de ces 11 mesures sont déjà très avancées, voire ont été acceptées pour certaines d'entre elles par nos avocats. Et donc on a parlé des 4 mesures qui restent à finaliser avant que nous puissions présenter cet appui budgétaire d'abord à ce qu'on appelle le senior leadership de la Banque mondiale, et si elle est acceptée par ce senior leadership, qu'on puisse ensuite présenter cette matrice au conseil d'administration. C'est vraiment très emblématique cet appui budgétaire. Bon, non seulement il intervient dans un moment de l'histoire du monde et de la RDC qui est très compliqué, où on doit tous faire face à un ralentissement très fort de l'économie, mais c'est aussi un moment particulier du partenariat entre la République démocratique du Congo et la Banque mondiale, puisque nous n'avons plus fait d'appui budgétaire depuis le réengagement de la Banque mondiale et des autres partenaires en 2001, après la guerre. Dans un contexte de crise, de la vie de tous, il est exceptionnel de tenir une gestion rigoureuse des finances publiques. Que gagne réellement un professeur d'université? Les cas de figure, celui de l'université de Kinshasa. Et pour mettre fin au mouvement persistant des grèves à la colline inspirée, la vice-primature du budget a apaisé les esprits quant à l'amélioration des conditions salariales. Les précisions avec Cédric Keninambo. C'est le bout du tunnel. Les différends sur la rémunération des professeurs de l'université de Kinshasa tendent vers son épilogue. Ces échanges fructueux entre quelques membres du gouvernement autour du vice-premier ministre, ministre du budget Jean Baudieu Mayou et l'association des professeurs de l'université de Kinshasa, telle que voulue par les premiers ministres Sylvestre Ilunga Ilunkamba, ont permis d'évaluer l'application des résolutions prises au mois de février dernier en rapport avec l'amélioration des conditions salariales. Un examen détaillé sur les revenus sera fait comme un accord à la direction de la paye. Après échange, nous avons décidé de ce qui suit. Les professeurs seront conduits par mon directeur de cabinet adjoint à la direction de la paye pour détailler la paye des professeurs. Nous avons parlé de problèmes de manque à gagner. Il y a des professeurs qui ont acheté leur véhicule plus fort que le prix auquel le véhicule était réellement vendu. Nous avons parlé aussi de manque à gagner dans la paye toujours des professeurs à l'époque où il y avait les enfants qui payaient les Minerval en dollars, et à un moment donné on a décidé que le paiement se fasse en francs congolais. Alors, par rapport au complément salaire de professeurs, il y a eu quand même un manque à gagner. En pleine crise sanitaire, avec un effet d'entraînement sur l'économie, le gouvernement de la République tient tout de même à honorer ses engagements pour garantir les minimums et préserver ainsi les prestigieux rôles de l'État en tant que premier employeur. Garantir l'emploi et la formation professionnelle dans le Nord Kivu, les gouverneurs de cette province s'appuient sur les ministères de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale pour atteindre ces objectifs. C'est le contenu des échanges entre la ministre d'État, ministre de l'ETPS, Nene Ilunga Nkoulou, et les patrons de l'exécutif provincial, Robert Ndaye-Chinsense, pour le compte rendu. Ces jours de travail à Kinshasa, le gouverneur du Nord Kivu, Karline Zanzou Kassivita, a rencontré la ministre d'État, ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, Dr Nene Ilunga Nkoulou, pour solliciter son accompagnement dans le cadre de la création d'emplois informels pour la formation en arts et métiers. Nous sommes une province post-conflit et le besoin de l'emploi est énorme dans ma province. Je suis venu m'acquérir de la politique de Madame
la ministre d'État pour savoir comment nous pouvons l'accompagner dans notre province. Soucieux de la vie socio-économique de ses administrés, Carline Zanzou reste convaincue que l'apport de la patronne de l'emploi dans la lutte pour la promotion des investissements privés afin de créer des opportunités d'embauche reste déterminant. On a échangé sur sa politique, sa vision, et nous avions aussi donné quelques perspectives au regard de nos réalités au Nord Kivu. Et nous avions sollicité que les ministères puissent nous accompagner dans la formation à métier. Dr Néné Ilunga Nkoulou a promis de soutenir les efforts de développement dans le Nord Kivu et voir dans quelle mesure l'Institut national de préparation professionnelle peut étendre ses formations à Rutshuru, Beni et Butembo. Dans les prochains jours, elle se rendra dans le Nord Kivu à l'invitation du gouverneur Carline Zanzou. Pendant 7 ans à la 11e rue Limité, les travaux de la 36e session du Conseil national du travail ont atteint leur vitesse de croisière ce mardi 11 août avec l'examen de plusieurs matières, parmi lesquelles la tension salariale. Sauf imprévu, ces travaux se clôturent ce 13 août 2020. L'état d'urgence levé, mais le virus circule encore, d'où il faut renforcer les mesures d'hygiène aux frontières. La task force présidentielle et le secrétariat technique du comité des ripostes contre la Covid-19 se sont réunis pour examiner les sujets, les détails dans ces reportages. 72 heures avant l'ouverture de frontières nationales et internationales qui interviendra le samedi 15 août 2020, le ministre de la Santé, le Dr Etienne Ilunga, a réuni autour d'une table ce mercredi 12 août dans la matinée le vice-ministre de la Santé, Albert Petit-Biyombo, le membre du secrétariat technique de riposte contre la Covid-19, conduite par leur coordonnateur, le professeur Jean-Jacques Mouyembe, le coordonnateur de la task force présidentielle, le Dr Roger Kamba, les directeurs de l'hygiène aux frontières, le Dr Ndungindungi. Ensemble, ils ont réfléchi sur les dispositions à prendre au niveau des aéroports et autres frontières pour le voyageur dans les soucis d'éviter la propagation de la Covid-19. En fait, on est à 3 jours de l'ouverture des frontières. C'est que nous, du côté santé, nous avons pu préparer. On ne va pas ouvrir pratiquement tout au même moment. C'est une ouverture progressive. Il s'y est de noter que l'ouverture se fera progressivement en commençant par l'aéroport international d'Indjili et le beach Ngobila. Peu avant, le numéro 1 de la santé, Etienne Ilunga, s'est entretenu avec le directeur de services centraux et des directions spécialisées du ministère de la Santé. Séance de travail au cours de laquelle des directives ont été données par le ministre pour une parfaite collaboration entre son cabinet et l'administration, notamment le rapport mensuel à travers le secrétariat général à la santé sur les différentes activités de chaque partie prenante ainsi que la finalisation de la réforme au niveau central. Il s'y est de noter qu'au cours de cette rencontre, certaines zones d'ombre ont été éclairées quant à la mobilisation des recettes de différents services. Quant à la mobilisation de recettes des différents services d'assiette du ministère qui aboutira à l'amélioration des conditions de travail de membres de l'administration. Dans un autre registre, le vice-ministre de la Santé, Albert Petit-Biyombo, a représenté son ministère dans une réunion par vidéoconférence avec quelques membres du gouvernement congolais et le partenaire qui finance la planification familiale. Merci à toi, Sandra Wallo, pour ces reportages. Autre point d'entrée, c'est les sites aéroportuaires où les départs et arrivées sont filtrés, prise des températures et autres dispositifs sanitaires. Le ministre des Transports et Voies de Communication, Didier Mazenga Mukanzo, a visité l'aéroport de la Loano dans la ville de Lubumbashi, province du Haut-Katanga. Vital Pagabita. Le ministre des Transports et Voies de Communication poursuit sa visite d'inspection dans les aéroports, ce à quelques jours de la reprise des vols nationaux et internationaux. Après l'aéroport international d'Indjili, Didier Mazenga Mukanzo a pris la température de celui de Lubumbashi avec en toile de fond la visite du centre de dépistage biomédical et ultramoderne de Saint-Raphaël. À l'instar de l'INRB, ce centre appartenant à la maison Pungwe est spécialisé dans l'analyse médicale et donc retenu pour les tests Covid dans les aéroports. Ce centre qui est doté des appareils de la dernière génération va à coup sûr contribuer à la sécurisation des passagers sous le plan sanitaire dans les aéroports grâce aux tests Covid en un temps record. J'ai commencé à inspecter les aéroports pour voir les dispositions prises afin de pouvoir respecter les mesures barrières. Et nous avions trouvé un compatriote avec qui nous allons nous engager pour prendre des dispositions afin de faciliter
les passagers ainsi que les bagages pour garantir la sécurité de la population. Le centre de dépistage biomédical et ultramoderne de Lubumbashi va désormais fonctionner sous la double tutelle du ministère des Transports et Voies de Communication et celui de la Santé pour l'intérêt général. Dans la course mondiale pour un vaccin contre la Covid-19, la Russie aurait-elle finalement trouvé un vaccin? Une nouvelle à prendre avec prudence pour l'Organisation mondiale de la santé, tandis que les pays de Vladimir Poutine sablaient déjà les champagnes. Yolande Voka nous en parle dans ses commentaires. Près de 700 000 morts de la Covid-19 et 10 millions de personnes guéries du coronavirus dans le monde et 17 millions de cas enregistrés, tel est le bilan mondial. Le monde entier se mobilise pour trouver le remède à cette pandémie. En juillet dernier, de scientifiques russes ont annoncé que le premier essai d'un vaccin conçu par l'Institut Gamaleya était au point. La semaine dernière, le gouvernement russe a annoncé qu'il s'est préparé à commencer de vaccination de masse après avoir déclaré qu'il avait mené avec succès 2 essais du vaccin. Le président Poutine a déclaré que le vaccin développé par l'Institut Gamaleya de Moscou offrait une immunité durable contre le coronavirus. Pour Vladimir Poutine, ces vaccins développés localement contre la Covid-19 avait reçu l'approbation réglementaire après moins de 2 mois d'essais cliniques sur les humains. Après tous les contrôles requis, ajoutant même qu'un membre de sa famille avait déjà été vacciné. L'Organisation mondiale de la santé exprime sa préoccupation face à la rapidité de la mise au point du vaccin et ses essais en Russie. Les autorités russes prévoyaient de commencer une vaccination de masse en octobre prochain. Signalons par ailleurs, plus de 100 vaccins dans le monde sont en cours de développement, certains d'entre eux étant sur des personnes dans le cadre de ces cliniques. La Covid-19 a occupé l'essentiel de la rencontre dénommée Rallye de l'espoir organisée par la Fédération pour la paix universelle à Séoul en Corée du Sud. Les participants, dont la plupart personnalités du monde politique, scientifique et religieux, ont réfléchi par visioconférence. Les détails dans ces commentaires signés Alain Bikaï. Plusieurs chefs d'État et de gouvernements ont participé activement par visioconférence à ces rassemblements dénommés Rallye d'espoir suivis par plus de millions de personnes dans le monde. Dans sa prise de parole, Ban Ki-moon, ancien secrétaire général de l'ONU, a appelé les dirigeants du monde à construire des ponts entre les nations et de briser le mur afin d'avoir un monde unifié. Pour lui, la nouvelle guerre froide à l'ère du Covid-19, c'est le nationalisme en outrance, les protectionnismes et les changements climatiques. Ce rassemblement a accueilli aussi le président sénégalais Macky Sall, le premier ministre du Niger qui ont prononcé les discours luminaires et la conseillère du président Donald Trump. Dans son message, Macky Sall a invité la communauté internationale à œuvrer dans la solidarité et la fraternité humaine pour vaincre la Covid-19. Selon lui, les économies du monde sont en berne, les entreprises en difficulté et les travailleurs exposés à la précarité, d'autant plus que la Covid-19 ignore les frontières. À son tour, Dr Jack Akmoun, cofondatrice de la Fédération pour la paix universelle, a tablé sur la vision de son organisation de réaliser un monde unifié basé sur l'interdépendance, la prospérité mutuelle et les valeurs universelles. Les dirigeants et les peuples du monde doivent se repentir et revenir à Dieu créateur, a conclu Jack Akmoun. Je le disais dans les titres, engagement et participation de la jeunesse pour le développement de la République démocratique du Congo à l'horizon 2050. C'est le thème des activités commémoratives de la Journée internationale de la jeunesse. C'était en présence du ministre de la Jeunesse et Initiation à la nouvelle citoyenneté, Billy Kambale, et la conseillère du chef de l'État en charge de la jeunesse, Marthe Mangaza-Kalala, et Jean-Guy Kizuela étaient sur place. Le développement d'une nation dépend de ce qu'il aurait fait de sa jeunesse. Depuis son accession à la magistrature suprême, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, ne cesse de démontrer sa détermination d'ériger en priorité la participation des jeunes dans l'émergence du pays, l'enlever ainsi du stade des spectateurs et les faire devenir acteurs efficaces de la reconstruction nationale.
Au cours de cette cérémonie qui a réuni les différentes composantes de la jeunesse congolaise, le vice-président du Conseil national de la jeunesse a demandé l'intervention du Premier ministre chef du gouvernement pour la convocation d'un comité de pilotage dont l'action aura une influence sur les problèmes de la jeunesse. Aussi, remonter le ministère de la jeunesse au rang d'une vice-primature. La population congolaise, jeune à 62%, la conseillère spéciale du chef de l'État en charge de la jeunesse, Madame Yelum Lopo, après avoir reconnu l'engagement sans faille du chef de l'État en faveur de la jeunesse, dressé un tableau sombre sur la faible représentativité de la jeunesse au sein des institutions du pays. Elle a en même temps invité cette jeunesse à faire preuve de patriotisme et de prendre en main leur destinée. Le ministre de la Jeunesse a pour sa part invité les jeunes à ne pas croiser les bras, mais mettre la main à la pâte car ce pays nous appartient tous. Ils doivent se départir des couleurs politiques, du tribalisme et d'autres vices qui détruisent la cohésion sociale. Il propose une formation militaire de 6 mois après les études secondaires avant d'entrer à l'université. Le ministre près le président de la République, Dr André Kabandakana, représentant personnel du chef de l'État à cette cérémonie, a proposé la mise en place d'un fonds pour l'entrepreneuriat de jeunes à venir du pays, avant de souligner que le thème de ce jour traduit ce que le monde attend de la jeunesse. Et puis, c'est communiqué avant de poursuivre ce journal. Le ministre de la Formation professionnelle, Arimeti, annonce la reprise des activités dans les écoles et centres de formation professionnelle dès ce lundi 17 août 2020, conformément au calendrier y afférent. Cette reprise sera précédée par une campagne de sensibilisation à la lutte contre la pandémie de la COVID-19 pendant la période allant du 13 au 15 août 2020. À cet effet, il enjoint les responsables des établissements concernés de prendre toutes les dispositions qui s'imposent en vue du respect strict des gestes barrières, des distanciations, des mesures sanitaires, des lavages de mains au savon ou au gel hydroalcoolique, du port obligatoire des masques et du prélèvement de la température pour toute fin utile. Le ministère de la Formation professionnelle, Arimeti, organisera des descentes improvisées dans les établissements pour s'assurer de l'application effective des dites dispositions faites à Kinshasa le 12 août 2020. Ces communiqués portent la signature de John Tumba Panupakole, ministre de la Formation professionnelle, Arts et métiers. Un méga projet énergétique qui suscite de l'intérêt, le projet Grand Inga, a été présenté aux diplomates en poste à Kinshasa. Mireille Ndeke nous en dit un peu plus. Le projet hydroélectrique de Inga, un potentiel énergétique important pour la RDC à mettre à contribution pour une desserte équitable de l'énergie à travers les continents. Cette réunion à l'intention des ambassadeurs de pays faisant partie du projet Inga, sous la conduite du ministre d'État en charge de la coopération régionale, Guillaume Manjolo, tombe à point nommé pendant que la RDC s'apprête à accueillir le grand sommet de chefs d'État africains sur ces projets intégrateurs. Le projet Inga, c'est l'avenir de l'Afrique et par conséquent l'avenir de la RDC. Et les partenaires de la SADC qui sont intéressés par ces projets, qui est à la fois la convention qu'on a faite avec l'Afrique du Sud. Aujourd'hui, il y a un consortium qui est là, qui est mis en place pour pouvoir permettre à ce que l'espace austral soit les premiers espaces à pouvoir bénéficier de l'électricité, à investir dedans. Mais en même temps, il fallait projeter aussi l'ensemble du panorama énergétique RDC à travers les ministères qui en ont l'autorité. De son côté, le vice-ministre des Ressources hydrauliques et électricité, Papi Punguluamba, qui a pris part à cette réunion, a loué les efforts consentis par le gouvernement avec la réforme du secteur de l'électricité. C'est pour nous une opportunité pour pouvoir non seulement présenter le potentiel énergétique en RDC évalué à 100 000 MW alors que le déficit énergétique est aussi important, mais aussi susciter au devant de ces ambassadeurs, au regard de notre politique énergétique mise par le gouvernement, en ce qui concerne la libéralisation du secteur de l'électrification pour, n'est-ce pas,
solliciter des ambassadeurs, l'arrivée des investisseurs et nous accompagner dans cette politique. Le projet INGA 3, fondement même du grand projet INGA, doit incessamment démarrer. Cette réunion d'information est une occasion pour réfléchir sur les études de faisabilité. L'objectif du projet INGA, c'est de fournir de l'électricité à la population, augmenter le taux d'accès à l'électricité, mais c'est aussi de garantir la fourniture en électricité aux industries qui vont se créer. Notre pays est sous-industrialisé. Il faut l'industrialiser, pour ça il faut de l'électricité. Il y a lieu de rappeler que cette dernière réunion du genre s'est tenue il y a 5 ans. Les ministres de la coopération régionale ont sollicité la tenue régulière de réunions techniques afin d'amorcer le processus. Parlons justice dans ces journaux. Il monte au créneau pour dire non à la spoliation des biens de la société commerciale des transports et ports ex-Onatra. Ils l'ont fait savoir au vice-ministre de la Justice. Un reportage de notre confrère Gustave Tchiboumou. Ils sont en colère. Ces agents de la société commerciale des transports et ports ex-Onatra disent non à la spoliation des biens de leur société. Pour les calmer, le vice-ministre de la Justice a échangé avec la délégation de l'intersyndicale. Sur la table, plusieurs revendications. Mais d'abord, la spoliation du terrain situé sur l'avenue de Libération, ex-24 novembre, à Gombe. Notre revendication principalement, la spoliation de notre site ici, le croisement Rail 24, spolié par les députés, qui a même été condamné par l'affaire Oudiana. Vous savez qu'à ce temps, le ministre avait pris une décision suspendant tous les travaux et donnant la SCTP, remettant la SCTP son entrée dans ses droits. Nous sommes surpris de constater qu'en dépit de la lettre du ministre, non, le monsieur s'est attenté, il a construit une station. C'est une grande violation. Et non seulement ça, mais il y a aussi plusieurs maisons de la société, plus de 85 villages polluées par certains députés sénats. Les ayant attentivement écoutés, Maître Bernard Takaï Chengumbi a promis de se pencher urgemment sur les dossiers. Quant aux multiples cas de spoliation constatés, le patron de la justice congolaise reste formel. Nous sommes pour la gestion orthodoxe des biens de l'État et l'égalité de la justice. Nous sommes également contre l'impunité. Les récalcitrants croiseront la justice sur leur chemin, a conclu Maître Bernard Takaï Chengumbi. Son nom est connu du grand public grâce au procès des 100 jours. Le juge Pierrot Bakenge Vita, nouveau président du tribunal des grandes instances de Kinshasa-Gombe, a renouvelé son serment. Suivez. Moi, Pierrot Bakenge Vita, président du tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe, je jure de respecter la Constitution et les lois de la République démocratique du Congo et de remplir loyalement et fidèlement, avec honneur et dignité, les fonctions qui me sont confiées. C'est en ces termes que le magistrat Pierrot Bakenge Vita, nouveau président du tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe, a prêté serment après sa récente nomination à la tête de ce tribunal. Dans le cadre de son mandat, Pierrot Bakenge Vita a promis de lutter contre les antivaleurs et les pratiques qui ternissent l'image du palais de la justice. Oui, ce que les gens doivent attendre, c'est ce qu'ils attendent de son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui a promis l'instauration d'un état de droit. Et nous sommes les instruments au service du chef de l'État pour matérialiser sa vision dans le domaine judiciaire. Et ici, au tribunal des grandes instances de Kinshasa-Gombe, je ne ménagerai aucun effort pour que cette vision du chef de l'État soit matérialisée, que la justice soit rendue dans les normes de l'art et que la population trouve son compte dans cette justice. Le renouvellement du serment de Pierrot Bakenge Vita est consécutif à sa nomination par ordonnance présidentielle le 17 juillet dernier, ce après qu'il ait assumé l'intérim du juge du procès son jour, Raphaël Yanni, décédé en mai dernier en plein procès.
Autre chose, le Nord qui voit une nouvelle usine de production laitière, une unité de production acquise sur fonds propres du gouvernement provincial. C'est un reportage de nos confrères de la RTNC Goma. Sur un espace de 100 mètres carrés dans la vallée de Luanga, groupement Camoronza, territoire du Massissi, où est installée la laiterie de Luanga. L'inauguration de cet ouvrage financé et construit dans les programmes de 100 jours a eu lieu ce lundi 10 août sur le même site. Après le mot d'accueil du chef de groupement représentant l'administrateur du territoire, le Mwami Primo Baouma, le président de l'association coopérative de regroupement d'éleveurs du Nord Kivu, Akogenoki en sigle, bénéficiaire de cette unité, a circonscrit les cadres dans lesquels ce projet vient de voir le jour avant de rappeler les embûches que la Kogenoki, à travers ses membres, a traversées. Pour sa part, le directeur provincial de Fonds pour la promotion de l'industrie FPI en sigle a salué l'exécution de ces projets dont le financement global s'élève à 800 000 $ américains. Honoré Kabunda rassure qu'il n'y a pas eu de détournement comme le détracteur du projet le croyait. Honoré Kabunda explicite. Cette laiterie, ce projet que vous allez inaugurer tout de suite, a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Pour certains, les fonds avaient été détournés. Pour certains. Et les autres, on a même surestimé. Heureusement, votre présence en ces lieux confirme sa réalisation effective qui met fin à toute spéculation. Le président de l'Assemblée provinciale du Nord Kivu, présent à cette cérémonie, promet de plaider pour l'exonération de cette laiterie en certaines taxes et impôts. Au nom du gouverneur des provinces, la ministre provinciale de l'Agriculture s'est réjouie de la matérialisation, la concrétisation de la volonté du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, à travers les programmes de 100 jours. Madame Fatouma Sheila Hassan a encouragé la Kogenoki et le FPI pour la réussite de cette initiative qui va sans doute absorber la main-d'œuvre locale. C'était avant de réceptionner une camionnette de 5000 litres Pimpaneuve qui servira à collecter le lait dans les groupements des éleveurs en territoire du Massissi. Le souhait de la Kogenoki est d'installer d'autres usines à lait à Massissi et Lubero, comme l'indique Emmanuel Kamanzi, président du conseil d'administration de la Kogenoki. Occasion pour la délégation de visiter l'usine et le bâtiment administratif, le parc solaire qui alimente l'unité laitière. L'eau traite le beurre, le fromage, le yaourt de qualité. Pour ne citer que cela, une première. Infrastructure, les travaux se sont arrêtés un moment et maintenant l'on envisage la relance des travaux. La route Kananga-Kalamba-Mbujimaï sera asphaltée pour permettre l'acheminement des marchandises venant de l'Angola. Une délégation conduite par le directeur général de l'entreprise chinoise Grec 7 est arrivée sur place. Robert Ndaïchi Sensei et Tony Djouma étaient sur place. Il y a presque un an, jour pour jour, les travaux de construction de la route Kananga-Kalamba-Mbuji ont été brusquement interrompus suite aux arrestations et expulsions des ingénieurs chinois de Grec 7. Plusieurs fois sollicités pour la reprise des travaux, les députés provinciaux et nationaux se sont mis à l'évidence en obtenant du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'accord pour la relance des travaux et le retour des ingénieurs chinois dans la province du Kasaï central. Ce lundi 10 août 2020, le directeur général adjoint de Grec 7, Dr Stéphane Mundadi, a conduit une forte délégation des députés à Kananga avec des ingénieurs chinois pour la reprise des travaux. La décision prise par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de retourner les ingénieurs chinois à Kananga a été accueilli avec joie par la population du Kasaï central qui a pris d'assaut l'aéroport de Lungando pour réserver un accueil chaleureux aux ingénieurs chinois de Grec 7. À Kananga, Stéphane Mundadi est accueilli en héros. L'on pouvait lire sur le banderole et calico des messages de soutien au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous sommes très satisfaits et là nous saluons directement l'implication personnelle du chef de l'État. Vous êtes sans ignorer que cette route Kananga-Kalamba-Mbuji est autrefois appelée la route du salut. Un long cortège se forme pour les centres-villes. Le long des artères, les Chinois de Grec 7, partenaires incontournables pour le développement du pays, sont ovationnés par la population. Au gouvernement de province du Kasaï central, Ambroise Kamoukouni, gouverneur ad intérim, souhaite la bienvenue à la délégation et au retour de Grec 7 à Kananga, avant de rassurer que toutes les dispositions sécuritaires sont prises pour la reprise des travaux. Vous savez bien que la route de Kalamba-Mbuji était sur un contrat qui s'est allé au-delà de 14 ans pour travailler. Et cette route ne doit pas rester dans cet état, on doit l'asphalter, parce que c'est une route très importante. À quand le début des travaux, Dr Stéphane Mundadi, devant une foule immense, a rassuré la population du souci permanent de son entreprise d'accélérer les travaux avant le retour de la pluie. Déjà, des engins pimpants neufs sont sur place à Kananga pour donner un coup d'accélérateur aux travaux.
La flotte s'agrandit et la compagnie aérienne MwantJet, que dirige la pilote des lignes Guedayav, élargit son réseau à l'intérieur du pays et ailleurs. Elle vient d'acquérir un nouvel aéronef. Images et commentaires. Un bruit assourdissant qui viole les silences temporaires au-dessus de l'aéroport international d'Ndjili, c'est ERG 145 Longreach qui atterrit et vient s'ajouter à la flotte aérienne de la compagnie MwantJet. Sur les tarmacs, les applaudissements frénétiques du personnel de cette compagnie aérienne et sa présidente, Guedayav, pour accueillir l'aéronef. Les conforts intérieurs, son design, expression de son efficacité dans les airs, Guedayav, en véritable pilote des lignes, a scruté tous les compartiments de cet appareil qui va bientôt relier Kinshasa, les restes de la République démocratique du Congo et d'autres destinations internationales. On a une capacité de 50 places, on monte à 39 000 pieds, c'est 12 000 mètres. Notre vitesse de croisière varie entre 820 et je dirais à peu près 900 km/h. C'est un avion qui est très rapide, il monte très vite. C'est un avion qui répond aux normes de bruit de l'Europe. Donc c'est un avion vraiment moderne. Et déjà un protocole sanitaire strict est envisagé pour la sécurité des passagers. Et avec la distanciation sociale, on ne mettra pas deux personnes l'une à côté de l'autre. On va occuper les deux extrêmes, comme ça on va garantir la bonne distanciation et avec les masques. C'est une configuration un peu spéciale que j'aimerais opérer par cette période de crise du coronavirus. Déjà, en espace de moins de 2 ans, MwantJet avait déjà acquis une merveille de la technologie aérienne, les Hawker 850X et les Britanniques ERG 145 s'ajoutent sur la liste. Et puis cette note circulaire à l'attention des chefs d'établissement de l'enseignement supérieur et universitaire, objet, création des comités Covid-19, faisant suite aux instructions du président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, relative à la levée de la mesure de suspension des enseignements dans les établissements d'enseignement supérieur et universitaire du 21 juillet 2020, ainsi qu'à ma note circulaire du 22 juillet dernier, vous avez été instruit de prendre les dispositions en vue de la reprise des activités administratives et académiques dans un environnement assaini. À cet effet, dans le cadre de l'effort national de lutte contre la pandémie de la maladie à coronavirus, je vous demande d'instaurer des comités Covid-19 dans vos établissements respectifs. Ces comités seront chargés d'assurer la veille stratégique contre la COVID-19 au sein de vos établissements respectifs. Il aura, entre autres missions, d'aider les différentes instances de l'établissement à la création des conditions sanitaires favorables à la reprise effective des enseignements, de s'assurer du respect des mesures préventives et des gestes et barrières, de prendre en charge les cas suspects en vue de les acheminer vers les structures appropriées. Je vous demande de me faire les rapports des dispositions qui seront prises à cet effet, faites à Kinshasa le 31 juillet 2020. Ces communiqués portent la signature de Thomas Luakalo Senjola, ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire. Voilà qui met un terme à ce journal. Minuit, retrouvez Getty Omatuko pour la suite de l'actualité. Excellente soirée sur nos antennes. Au revoir.